cru des millions de gens, des dizaines de millions de gens cultivés en Allemagne, en Pologne, en Angleterre, aux États-Unis, il y a eu en France, où la France a collaboré, il y a eu des dizaines de millions de gens qui ont cru en la beauté de ce crime. Tuons tous ces millions de gens et on sera heureux. C'est quand même fond cette histoire. C'est-à-dire que c'était une utopie criminelle. Le crime nazi était écrit dans un camp, c'était dans le programme. Et bien il y a des millions, même plus, des dizaines de millions de gens cultivés. Alors bien sûr il y avait des brutes, mais il y avait des gens cultivés qui ont cru et qui sont passés à l'acte et qui se sont soumis à une théorie totalitaire, c'est-à-dire totalement explicative. Si vous faites mon programme, si vous tuez les juifs, les tziganes, les colorés, les malades mentaux, les étrangers, si vous tuez tous ces, qu'est-ce qu'on va être heureux? C'est quand même fou que des gens cultivés. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le 101e bataillon de Christopher Browning. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est facile à lire et c'est effrayant. Christopher Browning, que j'ai rencontré à Paris, est un professeur d'histoire de Londres, et alors il ressemble au Major Thompson, c'est-à-dire qu'il est vraiment poche, hein, il est vraiment élégant. Hein, et ce gars fait un travail d'historien remarquable. Il a retrouvé des archives du 101e régiment des gendarmes allemands pendant la guerre. Et il y a parmi ces gens engagés, il y avait, je crois me rappeler, c'était à peu près 80% de gens, docteurs en philo, docteurs en psycho, scientifiques, des gens qui, on ne peut pas dire, comme je l'entends dire, c'était des barbares, c'était pas des barbares. Barbares, ça veut dire qui parlaient des barbarismes. C'était pas des barbares, c'était des gens qui avaient fait travailler. Mais, pour avoir leur diplôme, ils allaient réciter les théories qui permettent d'être reçus. Ce qu'on a tous fait, hein, ça reste avoué. On a récité toutes les théories à la mode. Quand j'ai fait mon certificat de spécialité à Marseille, j'ai appris les théories de dégénérescence de Morel. C'est-à-dire qu'il y a des familles où le cerveau est de moins bonne qualité à travers les générations. J'ai appris ça pour être reçu à mes examens. C'est la théorie nazie que j'ai appris à Marseille pour être reçu à mes examens. Par bonheur, je ne suis pas tombé là-dessus. Mais si j'étais tombé le jour de l'examen, qu'est-ce que j'aurais fait? Ou bien je disais, le jour de l'examen, je disais, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est une théorie nazie. Il n'y a pas de cerveau supérieur, ni de cerveau inférieur. Il y a des cerveaux qui se développent plus ou moins bien selon l'environnement familial du quartier et de la culture. On le voit avec nos gosses aujourd'hui, ceux qui rentrent dans les grandes écoles aujourd'hui sont ceux qui ont des familles qui gagnent de l'argent. Et ceux qui ont du mal à rentrer dans les grandes écoles sont ceux qui ont des familles qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Donc c'est le déterminisme psychosocial qui fait que ces gosses s'épanouissent plus ou moins bien. C'est pas la qualité cérébrale, sauf quand il y a une maladie génétique ou un accident. Mais ça existe bien sûr, mais c'est rarissime. Dans l'immense majorité des cas, le déterminant de la performance intellectuelle, il est psychosocial. Et donc ça veut dire que il y a eu des gens cultivés, et alors dans le régiment du 101e bataillon, c'était les gendarmes qui ont donc été armés, et la mission qu'ils ont reçue, c'était d'entrer dans les écoles et de tuer les enfants un par un. Et dans la mission, Christopher Browning retrouve le règlement qui permet de dire à ces gendarmes, ça va être très dur, donc si vous sentez que c'est au-dessus de vos moyens, dites-le et vous ne serez pas punis, parce que dans une période de guerre, si on refuse d'obéir, on passe en tribunal militaire. Et en tribunal militaire, j'ai fait mon service militaire après 62, au moment de la fin de la guerre d'Algérie. Les militaires qui refusaient d'obéir étaient punis, parfois même fusillés, et donc ils perdaient tous leurs droits. Ils perdaient tous leurs droits, ils ne pouvaient plus être citoyens. Plus de droits de vote, plus de possibilité de se loger, donc c'était très grave. Eh bien,
ces gendarmes, on leur dit, ça va être très dur, si vous ne pouvez pas obéir, simplement, on va vous muter. 10% d'entre eux ont dit, c'est trop dur, je ne peux pas obéir, je ne peux pas tuer des enfants d'une balle dans la tête, un par un. 90% de ces hommes cultivés ont dit, c'est l'ordre, c'est pour la grandeur d'une théorie parfaite, il suffit de tuer des gens pour être heureux. Et puis, donc, ils ont obéi. 10%, et parmi les 10%, Christopher Browning nous a fait lire des lettres où ces soldats qui avaient refusé, non, je mal dit, ils n'avaient pas refusé d'obéir, ils avaient le droit de ne pas obéir, et ils envoyaient des lettres à leur mère, les soldats à qui ils écrivent à leur mère, à leur femme, et ils envoyaient des lettres où ils disaient « j'ai honte, je n'ai pas pu obéir ». Donc il y a des gens qui sont heureux de se soumettre à une théorie criminelle. C'est écrit, c'est dans le programme, théorie criminelle fondée sur quoi? Quelles sont les racines de... Alors là, je suis en train de paraphraser Hannah Arendt. C'est mon dernier livre que j'ai beaucoup fréquenté. Et elle dit, il y a des récits sans racines. Et une fois que ce récit sans racines est accepté, un postulat, qui tombe on ne sait pas d'où, quel était le crime de ces enfants? Ils étaient petits, ils avaient 5 ans, ils rentraient dans les écoles, ils avaient moins de 10 ans tous. Ils n'avaient pas eu le temps de commettre de bien grands crimes, ou alors c'était de ne pas se laver les mains, de passer à la table, ou c'était des bêtises d'enfants. Ils mouraient à cause de ça. Et il y a eu des hommes qui ont tué ces enfants. Alors je crois me rappeler le chiffre, c'est 300 hommes du bataillon du 101e régiment, des gendarmes, ont tué 30 000 enfants, un par un, sans aucune culpabilité, soumis à un récit sans racines, pour retrouver une sécurité. Parce que l'Allemagne, la Première Guerre mondiale, en 1919, il y avait eu le traité de Versailles qui avait été d'une sévérité tragique pour les Allemands, puisque tout l'argent que gagnaient les Allemands après la guerre partait au titre de dommages de guerre pour les Anglais et pour les Français. Donc la France et les Anglais se reconstruisaient et les Allemands ne pouvaient pas se reconstruire, donc il ne pouvait pas y avoir d'école, il ne pouvait pas y avoir de la culture, il ne pouvait pas... Et alors qu'est-ce qui s'est passé? En 1922-23, Baldur von Schirach, il faut être gonflé pour s'appeler comme ça, Baldur von Schirach invente les jeunesses hitlériennes. Puisqu'il n'y avait plus d'État, il invente, il trouve de l'argent, je ne sais pas où, et il propose une éducation très heureuse pour ses enfants. J'ai une amie qui est à peine plus âgée que moi, qui a été dans les jeunesses hitlériennes. Et elle me raconte le bonheur d'être dans les jeunesses hitlériennes. On disait aux filles, petites filles, elle avait 7 ans quand elle est rentrée, et on disait aux petites filles, tu es belle, c'est pas la peine d'aller à l'école, puisque tu es blonde, il suffit de mettre au monde des enfants, parce que la race supérieure, c'est les blancs aux yeux bleus, ce qui n'est pas du tout mon avis. La race supérieure, c'est les chauves. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Donc alors ce qui est stupéfiant, c'est que des hommes cultivés, qui avaient lu les grands auteurs, ont adhéré, se sont soumis à une théorie criminelle et absurde. Hannah Arendt dit, sans racine, ça repose sur quoi? Quel crime ils avaient commis, ces enfants, à part ne pas se laver les mains avant de passer à table? Et ils sont passés à l'acte, donc confortable servitude. Ces hommes étaient sécurisés, ils étaient intégrés dans un groupe humain, ils obéissaient
comme le voulait Hitler, comme le voulait toute cette équipe qui s'est faite autour d'eux, et ils ont tué sans aucune culpabilité. Quelques-uns n'ont pas pu se soumettre parce que pour eux, c'était pas, ils ne pouvaient pas émotionnellement, philosophiquement, ils ne pouvaient pas. Et alors, Victor Klemperer ne pouvait pas. Et il raconte que quand un responsable, un notable passait en voiture, les gens se précipitaient pour claquer des saluts hitlériens. Et lui, il ne pouvait pas. Donc il courait en sens inverse et pour se réfugier dans une rue perpendiculaire. Et il se retrouvait à 2 ou 3, essoufflés, sans dire un mot, et comme ils étaient rouges et essoufflés, chacun savait pourquoi l'autre était là. C'était parce qu'ils ne pouvaient pas se soumettre à la foule. Donc ils avaient gardé cette liberté intérieure, mais ils étaient minoritaires, et ils étaient en risque, parce qu'en ne claquant pas le salut comme tout le monde, ils étaient repérés, ils perdaient leur emploi, la police arrivait chez eux, ils avaient une répression d'abord administrative, et puis si ça continuait, c'était les premiers déportés, c'était les Allemands opposés au nazisme. C'était les premiers déportés. Donc on voit qu'il y a, en cas de malheur, de désorganisation psychosociale, la majorité des gens aiment se soumettre, et actuellement, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre hein, à nos portes, et dans ce qui se passe en Ukraine actuellement, je ne suis pas politicien, mais on en discutera peut-être tout à l'heure, mais ce qui se passe actuellement, tout le monde est perdant. On va tous perdre. Les Ukrainiens, les Russes et nous, on va tous perdre. Alors, on est en situation de catastrophe, et non pas de crise. Le mot crise qu'on lit dans les médias, n'est pas le mot adapté à ce qui se passe. La crise, ça vient du monde médical. Il parle, il s'arrête, il tombe, il convulse, il se relève, il finit sa phrase. Ça, c'est la crise d'épilepsie. Donc, on repart comme avant. On ne va pas repartir comme avant. Il y aura des morts, il y aura des ruines, il y aura des problèmes à régler, il va y avoir des réorganisations sociales, je ne sais pas très bien, il y a sûrement des gens qui connaissent mieux la politique que moi, mais on ne peut pas repartir comme avant à cause du virus, qui déjà avait créé une situation de catastrophe, il y a eu des morts, il y a eu des ruines, il faut tout repenser, et l'Ukraine aggrave encore ce processus, donc ça veut dire que les épidémies finissent toujours par cesser, et les guerres finissent toujours par cesser. Mais avant, il y a eu un prix humain exorbitant. Donc ce processus-là, la servitude confortable ou la liberté intérieure. Sachant que je propose servitude confortable parce que c'est la majorité, on n'a que des copains, on n'a que des amis. Si vous ne voulez avoir que des amis, récitez comme eux, dites la même chose qu'eux, vous n'aurez que des amis. Si par malheur vous avez une petite pensée divergente, vous risquez de perdre vos amis, puisque la récitation a une fonction de solidarité qu'on peut comprendre. Quand un pays est agressé, quand une famille est agressée, on se regroupe pour se défendre. Après l'attentat des Twin Towers à Manhattan, Bush, avant l'attentat, je crois me rappeler les chiffres, mais avant l'attentat, avait 19% d'opinion favorable. Je ne suis pas sûr des chiffres, mais je suis sûr que c'est l'ordre de grandeur. Il avait 19% d'opinion favorable. Un chef-d'œuvre de terrorisme arrive, les Twin Towers, où 17 hommes sont sacrifiés pour terroriser la planète. Bush, après l'attentat, dépasse les 90% d'opinion favorable. C'est-à-dire que, on est agressé, on va se regrouper pour se défendre. Mais donc ça veut dire que là, on est dans une période, non pas de crise, mais de catastrophe, strophaï en grec, virage. On est dans une période de virage de l'éducation,
Actuellement, nos enfants ont tous pris un retard énorme, les adolescents surtout, un âge où il y a un élagage synaptique, c'est-à-dire que au moment de l'adolescence, sous fait de l'âge, du remaniement hormonal, de la maturation cérébrale, le cerveau fonctionne plus vite, plus efficacement, avec moins d'énergie. Parce qu'on est adapté au milieu, et bien les adolescents, là, en 2 ans, ils viennent de rater une période sensible. C'est-à-dire qu'ils devront faire en 4 ans, 5 ans, 6 ans, difficilement ce qu'ils auraient fait facilement au moment d'après-bac. Donc c'est raté. Donc il faudra réformer l'éducation, puisque maintenant les femmes veulent être considérées comme des personnes, et non pas seulement comme des annexes de mari et d'enfants. Donc il faudra bien en tenir compte. Il faudra ça devient. Il y a quelques générations, c'était une révolution. Aujourd'hui, c'est une évidence. Parce que les jeunes femmes se demandent où est le problème, ce qui est un signe de progrès quand même. Mais il y a quelques générations, il a fallu mettre ça en débat. Donc, oui, c'est ça, il y a 2 générations. Non, ça a commencé avec 45. Parce qu'en 1900, à chaque guerre en Europe, la guerre de 14-18, les jeunes hommes ont été massacrés. Il ne faut pas oublier que sur le 1,5 million de jeunes hommes qu'on retrouve sur les monuments aux morts, la plupart n'avaient pas le droit de vote. C'était des adolescents, 17 ans, 21 ans, c'était 21 ans à cette époque-là. La plupart, on les a envoyés se faire tuer dans des conditions effrayantes, dans des tranchées. Et pendant ce temps, les femmes ont tout fait marcher. Et en 39-40, ça a été encore plus net, c'est-à-dire qu'avant, il y avait 3 ans de service militaire. J'ai connu des hommes qui ont subi cette époque, que j'ai subi, mais j'étais enfant, alors qu'eux étaient des jeunes adolescents. 3 ans de service militaire pour préparer la guerre, parce qu'on était soumis à une doxa qui disait il faut tuer les Boches, et les Boches étaient pour se venger de 14-18, et les Boches disaient il faut faire une armée pour se venger. Et la guerre de 14-18 était elle-même une conséquence de l'effondrement français de 1870. Donc vous vous rendez compte, le poids du passé, le poids de l'histoire. On s'entretue pour des problèmes posés il y a plus d'1 siècle. Ce qui se passe actuellement en Russie, en Ukraine, ce qui s'est passé pour la guerre du Kosovo, où les Serbes, qui ont été très courageux pendant la guerre de 40, ont voulu récupérer Pristina, le berceau de la civilisation serbe, ce qui était vrai, mais ils ont perdu une bataille, c'était au XVe siècle. Et ils ont voulu récupérer leur berceau au XXe siècle. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Kiev, c'était le berceau de la Russie. Tous les Ukrainiens parlent russe. Alors j'entends dire l'Ukraine russophone. Oui, ils parlent tous russe. Ils parlent tous russe et ukrainien, et français, et allemand, et anglais. Je les déteste. Pas tellement ils sont doués pour les langues. J'étais à Prague, il y a quelques jours, ils parlent tous 4 ou 5 langues. Et ils changent de pays. Et ce qui est fou, c'est que c'est dans ce pays-là, dans cette région du monde-là, qu'est né le nationalisme. Alors qu'ils changent de pays, ils se marient entre eux, les enfants parlent 2-3 langues, sont bilingues ou trilingues sans aucun problème, et c'est là qu'est né le nationalisme. C'est-à-dire que là, parce que le nationalisme crée un confort de pensée. Il y a une manière, il y a une langue, il y a une culture, la mienne. Les autres sont des mécréants, sont des mauvais, des méchants qui veulent nous agresser. Alors voilà, la confortable servitude mène au clan, on est bien entre nous, et celle qui ne pense pas comme nous, c'est forcément un ennemi. Donc il est légitime de se préparer à la guerre, alors qu'il y a l'autre, la liberté intérieure, c'est on me dit qu'il faut tuer les enfants, on me dit que les Serbes, les Ukrainiens sont des nazis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils l'ont été, mais c'était leurs grands-parents.
Les enfants ne sont pas responsables des crimes de leurs grands-parents. La culture évolue, d'autant qu'actuellement, donc ils ont été, les Ukrainiens de la guerre de 40 ont été d'une immense cruauté, parce qu'ils étaient soumis, et leurs enfants, probablement ayant eu des grands-parents soumis, probablement eux se méfient de l'État, se méfient de la doxa, c'est-à-dire des récitations toutes faites, auxquelles les petits-enfants aujourd'hui ne veulent plus se soumettre à un récit, et quelqu'un leur tombe dessus en leur disant si vous ne vous soumettez pas à mon idée, c'est que vous êtes des nazis. Donc on voit réapparaître ce problème-là de la confortable servitude ou de la liberté intérieure. Alors quand j'étais lycéen, la liberté intérieure coûte cher, parce qu'on perd ce mécanisme de solidarité. On n'est plus soutenu, on ne récite pas la même chose. Je propose l'expression du cœur des perroquets. Qu'est-ce que c'est agréable quand on dit, quand on pense la même chose, quand on scande les mêmes mots en même moment. Regardez dans les manifestations comme les gens sont euphoriques. Et puis les slogans, regardez le niveau intellectuel des slogans. Tous ensemble, tous ensemble. Alors ça mérite le prix Nobel, le prix Goncourt. Hein. Alors ça, au point de vue réflexion, c'est pas mal. Hein. Donc on a d'un côté la confortable servitude, on est côte à côte, on a certains, on a raison, le chef nous a dit qu'on était dans le monde, on adore le chef, Hitler a été adoré, les dictateurs sont souvent adorés, et en Espagne il y a le même phénomène, les jeunes Espagnols se méfient beaucoup des doxas, des certitudes, parce que leurs grands-parents, eux, ils ont été soumis par la guerre, hein, la guerre civile, qui laisse encore des cicatrices lourdes dans les familles. Mais les petits-enfants, au moins. Or, cette liberté intérieure, elle est difficile parce qu'elle nous isole. Et j'ai commencé ma réflexion, mon enchaînement d'idées, en disant que l'isolement est une grande agression. Donc, on a le choix. Se soumettre, c'est délicieux, mais certains parmi nous n'y arrivent pas. Ou garder sa liberté intérieure, on garde notre fierté, mais on risque d'être seul.